chambre de métier, bonjour. Vous les présentez plus? La délégation Outre-mer vous accueille. Alors, je suis pas sûr qu'ils aient pensé au rhum parce qu'ils n'ont sûrement pas osé. Ceux qui savent. Alors, quand vous mettez le casque, Madame le maire, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, on vous propose un petit format d'émission radio qui a été préparé par les jeunes ce matin. 4e Assises nationales de la médiation numérique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau très spécial, 4e Assises nationales de la médiation numérique à Mende. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame la ministre Axel Lemaire, entourée de jeunes lycéens, jeunes garçons et jeunes filles, qui vont vous poser quelques questions orientées numériques. Madame la ministre, peut-être vous présenter en quelques mots. Je crois que d'ailleurs c'est Midi qui va vous poser cette première question. Bonjour, alors d'abord, comment devons-nous nous adresser à vous? Est-ce que c'est Madame la ministre ou Madame la secrétaire d'État? Bonjour Mehdi, je m'appelle Axel. Ce sera plus simple alors. Bien, alors qui peut avoir une question pour Madame la ministre Axel Lemaire? Maëlys. Vous pensez que le robot va les remplacer, que ces phénomènes d'automatisation des tâches alliés à l'intelligence artificielle, alliés à l'utilisation massive des données, va détruire des emplois. Moi, ce que j'explique, c'est qu'il faut inventer des modes de travail dans lesquels le robot vient en appui des salariés. Il aide à faire les tâches de manière plus optimale et souvent plus facile, c'est-à-dire qu'il y a moins de pénibilité. Et puis à la maison, notamment pour accompagner les personnes âgées, on sait que les robots vont avoir une place croissante dans le domicile. Ce qu'il faut, c'est que ça ne remplace pas l'humain, mais que ça aide à, au contraire, recréer des liens, mettre en contact avec du personnel médical, les médecins, les soignants, les infirmiers, les membres de la famille, avoir un suivi qui puisse accumuler du retard dans ces évolutions parce qu'ils n'auraient pas un accès à des écrans. Mais le numérique à l'école, c'est une priorité politique parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a besoin de comprendre dans un environnement de plus en plus numérique ce qu'est l'information, ce qu'est la vraie information et de réussir à faire la différence entre des contenus qui sont poussés sur les réseaux sociaux, sur des plateformes et l'information qui a été analysée et qui est redistribuée. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle on a introduit l'apprentissage du code à l'école pour que on ne soit pas trop perdu dans cet environnement numérique et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Bonjour, d'abord merci pour cette question. Bravo d'apprendre le métier de journaliste comme ça, c'est super. Les assises nationales de la médiation numérique, elles sont super importantes. C'est une priorité. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est partout. Les services publics, par exemple, se dématérialisent massivement lorsqu'on s'inscrit à l'emploi, lorsqu'on s'inscrit à la CAF, à la caisse des allocations familiales, lorsqu'on paye ses impôts, eh bien, il faut savoir utiliser les outils numériques, savoir parler numérique. Et il y a plein de gens qui ne savent pas faire ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas que les personnes âgées. Entrer dans la culture numérique et dans la maîtrise des outils, ce n'est pas du tout évident. Donc la médiation numérique, elle sert à faire le lien, l'intermédiation
entre ceux qui peuvent aider, les accompagnateurs, les traducteurs, langage numérique, et puis le grand public, tous les usagers des outils numériques. Donc cet agenda-là, il est tout aussi important que de fibrer tout le pays, de s'assurer qu'on a une bonne couverture numérique. On ne peut pas avoir que les tuyaux sans accompagner les gens pour savoir les utiliser. Numérique qui viennent des 4 coins de France. On a travaillé sur 4 parcours. Un parcours où on a travaillé sur la médiation numérique, soutien à l'accès aux services. C'était un parcours auquel on avait notamment Lozère vraiment à cœur de travailler sur la question de la dématérialisation et de l'accompagnement des usagers au numérique sur les services publics. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait et avec notamment au niveau des conclusions, un travail à faire avec l'ensemble des partenaires pour que les partenaires du service public jouent le jeu de pouvoir intégrer les acteurs de la médiation numérique sur notre travail, et puis un travail sur l'idée que les médiateurs sociaux puissent travailler en parallèle avec les médiateurs de la médiation numérique. On est bien là sur une double compétence et une réelle nécessité de travailler ensemble. Le deuxième parcours était sur les enjeux éducatifs, et donc on a pu travailler là sur le fait qu'il y avait déjà beaucoup de pratiques qui se faisaient et qu'il fallait qu'elles rentrent peut-être de manière plus prégnante dans les institutions, dans les administrations. Et parfois on a des gens qui sont formés à la médiation numérique et quand ils rentrent dans leur structure, ben, il peut y avoir des petits freins. Parfois on est peut-être un peu embêté de voir un collègue qui est sur Facebook alors qu'en clair, il travaille sur la médiation numérique avec d'autres. Donc il y a toute cette évolution auquel on pense qu'il faut travailler. Le troisième parcours était une grande première pour les parcours, pour les assises de la médiation numérique, puisqu'on travaillait sur la médiation numérique et le développement économique. C'est la première fois qu'on travaillait sur cette double thématique. Et donc là, il y a eu aussi énormément d'échanges. C'est vraiment un point de départ et les acteurs se sont dit effectivement, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, mais on a beaucoup de choses à se dire. Et sur les assises qui suivent, c'est une priorité de travailler sur la médiation numérique et le développement économique. Le quatrième parcours, c'était sur la médiation au cœur des stratégies numériques. Donc là, c'était aussi un axe fort pour nous de travailler sur le numérique, comment le numérique vient développer nos territoires. Et les quelques pistes de travail sur la médiation, c'est peut-être une offre de services plus lisible. Et ça revient un petit peu à tout, moi, les micro-trottoirs personnels que j'ai pu faire pendant ces assises et avant. On m'a dit, ça a l'air chouette ce que vous préparez, mais qu'est-ce que c'est bien que la médiation numérique? Donc je crois qu'il y a effectivement un effort à faire sur la question de l'offre de services de la médiation numérique pour qu'elle soit plus lisible pour le grand public et que vraiment cette transition numérique sur laquelle on va tous soit vraiment accompagnée. Et donc on a plusieurs idées, des idées de catalogue et notamment l'idée aussi de chèque service. C'est Aptic qui va lancer et qui a lancé pour ses assises le chèque service médiation numérique. Donc on pourra aller dans les lieux de médiation numérique avec ces chèques services et pouvoir avoir effectivement droit à une sensibilisation à l'imprimante 3D, à tous les nouveaux modèles et tous les nouveaux usages du numérique. Le dernier parcours, c'était un parcours dont on est aussi très fiers, puisqu'on a accueilli toute la semaine une délégation d'outre-mer. Ils ont fait les ultramarines sur les ultra-numériques sur toute la semaine. Donc on est vraiment très fiers de cet accompagnement-là et de cet accueil. Là aussi avec... alors j'ai demandé qu'ils me résument en une phrase, et ils l'ont fait, donc pas de territoire numérique sans coopération des acteurs. Et donc là, on voit bien qu'il faut effectivement que les acteurs du numérique, mais dans leur champ le plus large possible, puissent effectivement coopérer pour qu'on ait réellement des territoires numériques. Et donc c'est l'outre-mer qui nous fait ce résumé. Et je vais... alors là, c'est pas fait exprès parce que vous imaginez bien qu'il y a un peu d'impro quand même. Et j'arrive au bout des 5 parcours, puisqu'il n'y en avait que 5. J'arrive au bout. Juste pour vous dire qu'effectivement, j'ai demandé aussi avec mes partenaires, parce que vous imaginez bien qu'effectivement là, les assises, c'est une équipe, une petite équipe. Alors je ne pensais pas avoir l'occasion, mais
comme Madame la Ministre prend le temps de rencontrer les pôles, j'ai l'occasion de remercier mon équipe, et notamment Paul et Sabrina qui sont là, Adeline bien sûr qui a coordonné toutes les assises, qui travaille avec les pôles, qui nous ont effectivement assumé des assises nationales à 4 avec le soutien du département, c'est vrai, mais à 4 quand même sur l'ingénierie. C'était du travail, je peux vous promettre que le week-end sera des croisements d'acteurs de la médiation numérique du 4 coins de la France. Ça c'est important, elles sont annuelles ces assises, et c'est vraiment l'occasion, c'est les 4e, c'est vraiment l'occasion que tous les acteurs puissent se réunir. C'est pas simple effectivement toujours de travailler avec la Normandie, avec le Pas-de-Calais, avec Paris et Bordeaux, et donc vraiment c'est un temps très très fort. On a pu retravailler ensemble, nous mettre, échanger beaucoup de pratiques et repartir sur de nouveaux projets. Le deuxième point, c'est le croisement des acteurs. C'était un pari pour Mende, pour que Mende reste un peu dans les mémoires de ces assises. C'était de vraiment faire ce croisement. Je crois que la médiation numérique était suffisamment mature pour travailler avec les autres. Il y avait besoin d'un temps où la médiation numérique et ses acteurs devaient se structurer, et je crois que Mende, c'est le moment où on était prêt pour travailler avec nos partenaires élargis autour du numérique. Et ça, ces assises ont permis aussi ce travail-là. Troisième point, je l'ai déjà dit, mais on est vraiment très fiers dès les rencontres ultra-numériques avec Outre-mer, ce qui nous a permis effectivement aussi d'avoir des afters sympathiques et vraiment d'avoir un accueil et une vraie implication de tous ces acteurs. Et le dernier point, je ne m'étendrai pas parce que c'est ce qui est en train de se décider et d'être discuté avec la ministre, mais on est très très fiers. Alors, je ne vais pas faire trop d'effet d'annonce, mais quand même, ça a fuité. On a la Mednum qui vient d'être créée. Alors la Mednum, qu'est-ce que c'est? C'est la coopérative des acteurs de la médiation numérique. Alors sauf si Madame la Ministre ne le valide pas, il n'y a aucune raison. C'était bien une attente de sa part qui était très forte. Ça faisait 3 assises où on essayait de structurer ce réseau national de la médiation numérique. La French Tech avait été un peu plus rapide que nous, mais là, ça y est, on est prêt. Et donc, les 4e assises de la médiation numérique allemande auront, si vous me permettez le terme, accouché de cette coopération. Une sorte de réunion de la ministre et on a eu l'occasion, la fierté et l'honneur, à double titre, puisque pour ma part je représente le pôle interrégional Outre-mer, donc de porter la parole à la fois des ultramarins et à la fois de l'ensemble des acteurs de la médiation numérique, pour bien vous annoncer effectivement que les acteurs se sont réunis mercredi. Une société coopérative qui porte même dans son statut l'ambition qu'a cette structuration du réseau de la médiation numérique, pourrait bien être à la fois le porte-voix des acteurs de la médiation numérique, puisque c'est une structure dont on avait besoin pour avoir de l'audition, de la visibilité du réseau de la médiation numérique, être aussi une structure qui permet de porter des projets et de la structuration présentée par la mednum.coop, son site internet, qui représentera donc tous les acteurs de la médiation numérique. Des Assises nationales de la médiation, vous avez décidé de la tenir à Mende, donc dans un territoire rural. D'abord, je salue ce choix. Je crois que vous avez très bien fait. Il paraît qu'un ancien président de la République, qui était lui-même élu d'un département rural, avait dit « c'est loin, mais c'est beau ». En fait, avec le numérique, c'est toujours aussi beau, mais c'est un peu moins loin. Et moins loin géographiquement, mais aussi moins loin socialement. Parce que si on s'intéresse aujourd'hui tant au sujet de la médiation numérique, c'est bien parce que nous avons plus que jamais besoin de médiateurs pour accompagner la population, les populations, dans la métamorphose numérique qui est en cours. Non seulement le numérique peut servir à éviter une exclusion supplémentaire des habitants dans les territoires ruraux, mais je suis persuadée que le numérique peut être un facteur d'accélération et de renaissance des territoires ruraux, parce que la République numérique, donc le modèle du numérique à la française, c'est un modèle d'innovation économique, publique, sociale et sociétale qui repose totalement sur les territoires. Ce n'est pas un concentré
géographiques d'innovation, comme l'est la Silicon Valley, comme les Tech City à Londres, comme peuvent l'être la Corée du Sud ou Singapour. On est à milieu de ce modèle. Je considère que au XXIe siècle, si on a une bonne idée, si on a une bonne connectivité et si on entre dans un réseau d'innovateurs et de financeurs, l'innovation peut être partout. Alors, la condition, c'est de créer, de mettre en place des architectures, des infrastructures. Quand on parle d'infrastructure, on parle généralement de tuyaux. Et oui, l'Agence du numérique porte un projet très ambitieux de déploiement de l'Internet en très haut débit, désormais avec France Mobile aussi, donc de couverture mobile des territoires, totalement dédié aux territoires ruraux. Ce projet est très ambitieux et la Lozère en bénéficiera pleinement. Là, ce sont les architectures et les infrastructures techniques, les tuyaux. Mais il y a aussi des infrastructures immatérielles, la data, la donnée. La loi pour une république numérique, elle crée une nouvelle mission de service public, de la donnée. Ça peut paraître très abscon, qu'est-ce que c'est que ce truc des services publics de la donnée? Eh bien, c'est cette idée que les pouvoirs publics ont aussi l'obligation et la responsabilité de fournir des données qui soient de bonne qualité, dans des formats interopérables, utilisables et réutilisables, sur les données qui sont les plus utilisées, par exemple la base d'adresse nationale, par exemple le cadastre, par exemple le registre des sociétés, pour que tous nos concitoyens y aient accès et pour que les entreprises innovantes puissent utiliser ces données pour créer des produits et des services innovants. L'idée, c'est aussi de faire monter en compétence les agents publics et tous les innovateurs des territoires sur l'utilisation stratégique des données. Les données sont des trésors dans l'économie et dans la société numérique, il faut savoir comment les utiliser. Mais la troisième infrastructure, la troisième architecture, elle est humaine. Pas besoin de fibre optique, pas besoin de data, si on n'a pas les femmes et les hommes qui peuvent garantir le fait que le numérique est approprié par tous et utilisé dans un sens qui soit conforme à l'intérêt général. Et là, ce qui entre en jeu, c'est la médiation numérique, c'est son réseau. Donc moi, je pense au réseau de la médiation comme je pense au réseau des infrastructures THD qui aujourd'hui se déploient dans 100 départements en France. Alors l'année dernière, à Caen, un pas important avait été franchi, qui était de lancer le réseau national de la médiation numérique pour traduire une ambition, donner de la visibilité et de la cohérence à la richesse de toutes les initiatives prises au niveau local. Ça partait de l'identification d'un besoin très véritable. Lorsqu'on est au gouvernement, lorsqu'on est en lien avec les têtes des administrations centrales, lorsqu'on a tout à fait conscience de l'importance d'accompagner les publics exclus, mais en réalité des publics assez larges qui se sentent paumés dans cette transformation numérique, qui ne sont pas outillés pour en tirer tout le parti possible, eh bien, on ne sait pas vers qui se tourner. On n'a pas un interlocuteur fédérateur qui permet de représenter toutes ces initiatives locales. C'est plus de 10 000 lieux aujourd'hui qui inventent, qui accompagnent, qui créent, qui sont essentiels pour nos concitoyens, mais pas organisés au niveau régional et national à la hauteur de l'importance des enjeux. Donc ce réseau, il commençait à avoir un début d'existence architecturale. Là, ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est la volonté de lui donner une existence juridique et politique. Je pense que c'est un pas absolument essentiel pour être à la hauteur des enjeux actuels. La démarche du gouvernement, et là je l'ai théorisé a posteriori, c'est la même que sur les autres chantiers numériques qui ont été mis en œuvre. Regardez la grande école du numérique, regardez le label French Tech, regardez le plan France Très Haut Débit, à chaque fois c'est la même démarche. À chaque fois, on s'appuie sur les innovateurs dans les territoires. À chaque fois, on va chercher ceux qui comprennent ces enjeux et qui sont en capacité d'emmener avec eux des communautés
de créer un écosystème pour leur donner la vision stratégique, pour leur permettre de se rencontrer, de définir les orientations prioritaires, et puis derrière, pour donner l'accompagnement financier dont ils ont besoin. On comprend bien que c'est une nouvelle manière de définir des politiques publiques. On est quand même très très loin de la tradition jacobine centralisatrice. On est aussi assez loin des lois de décentralisation qui se contentent de définir les compétences de tous et chacun en fonction des niveaux institutionnels. On parle de l'humain et de l'existant, de l'innovation dans les territoires, et on fait remonter. C'est quand même pour moi un aveu de modestie de la part du gouvernement et de l'État, et un pari qui est fait sur l'intelligence collective qu'il faut souligner parce que ça dessine vraiment une manière que j'estime contemporaine et en phase avec les besoins et les attentes de définir les politiques publiques. Alors depuis plusieurs mois, nous dialoguons au sein de l'Agence du numérique grâce au pôle société numérique qui a été revivifié, redynamisé en interne, et tout cela depuis Bercy. Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. Eh bien, nous dialoguons avec les pôles interrégionaux de ressources pour aller vers la création de cette structure nationale unique qui doit être une tête de proue, une figure de proue. Et je dois dire que lorsqu'on crée un nouvel outil juridique comme la SIP, les sociétés coopératives d'intérêt public, et qu'on voit des médiateurs se saisir de cet outil en se disant on va en faire quelque chose et on va créer une coopérative pour rassembler ce réseau national, je me dis bingo, c'est quand même qu'on est, on est là dans l'utilisation maximale des outils qui sont proposés par le gouvernement pour faire vivre les territoires et l'innovation. Donc moi, l'idée d'utiliser le format de la coopérative pour créer ce réseau national, je trouve ça formidable. Donc, à nous ensuite de s'assurer que la gouvernance soit la plus inclusive, la plus ouverte possible, qu'elle s'ouvre à des publics nouveaux, c'est quand même un enjeu fondamental pour la médiation numérique, parce qu'on peut continuer à parler au public qu'on connaît et qu'on traite au quotidien. On peut aussi être plus ambitieux encore en se disant on va aller chercher les demandeurs d'emploi qui aujourd'hui doivent obligatoirement s'inscrire en ligne. On va proactivement chercher les gens qui sont les usagers des caisses d'allocation familiale. On va aussi aller chercher ceux qui doivent payer leur impôt en ligne et qui ne savent pas comment s'en sortir, etc., etc., y compris les publics au sein des entreprises qui doivent répondre par des outils numériques aux demandes de leurs employeurs et qui n'y parviennent pas forcément. Bref, on doit faire entrer la France dans la culture numérique accompagnée. Et donc cette coopérative, elle va être très ouverte, avec plusieurs collèges, tous représentatifs. Et il me semble que ce qui est attendu à ce moment-là de la part de l'État, du gouvernement, c'est d'abord qu'il soit totalement partie prenante, et je forme le vœu que l'Agence du numérique soit aussi membre d'un collège d'acteurs publics au sein de cette coopérative, et puis qu'il accompagne financièrement. À court terme, nous le ferons en utilisant les frais de fonctionnement de l'Agence du numérique pour les dédier au fonctionnement de cette future coopérative et en consacrant un emploi à temps plein uniquement à la création et à la montée en puissance de ce nouvel outil. Ça sera un élément essentiel pour la collecte de financement. On voit bien que de ne dépendre que des subventions publiques, comme c'est le cas des espaces publics numériques, qui font un travail formidable partout en France, c'est risqué. C'est risqué parce que ça dépend aussi de la volonté politique et qu'elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et par les temps qui courent, et alors que l'objectif est de réduire les déficits publics, c'est encore plus risqué. Il faut donc élargir les sources de financement. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui seraient très intéressés à s'impliquer dans ces enjeux, mais qui ne savent pas tellement vers qui se tourner et comment le faire. Nous avons soutenu la fondation AFNIC, qui va permettre de financer différentes initiatives. Je pense en particulier au porte-documents numériques pour les publics précaires,
il faut chercher d'autres sources de financement qui soient plus larges encore, y compris au titre des politiques publiques. L'enjeu, il est là. Nous aurons le collectif, nous aurons l'outil qui permettra d'aller chercher des financements autres. Donner de la visibilité au niveau des politiques publiques territoriales aussi. Les médiateurs, trop souvent, sont des travailleurs de l'ombre. Leur action n'est pas systématiquement reconnue, inscrite dans les politiques publiques. Ils travaillent de façon isolée, ils sont en manque de reconnaissance officielle, alors même que leur travail est plus que jamais essentiel. Très souvent, les liens, ils existent sur le terrain entre une MJC, un EPN, un centre d'action sociale, etc. Mais c'est le fait de l'interaction humaine entre les agents, ce n'est pas le fait d'une reconnaissance systématique de la nécessité de ces interactions. Donc la structure nationale, elle va aider à cette reconnaissance, mais il faut pour cela que les collectivités territoriales soient pleinement conscientes, elles aussi, des leviers dont elles disposent dans les territoires. Moi, je suis toujours très étonnée lorsque je rencontre des élus locaux qui me disent « on n'a pas recensé tout ce qui se passe, on ne connaît pas l'ensemble des acteurs de la médiation numérique ». Et donc la bataille qui a été la mienne, que d'inscrire ce sujet de la médiation par l'intermédiaire des usages dans la loi pour une république numérique, à travers les schémas directeurs numériques, eh bien, cette bataille-là qui a été gagnée, et un jour j'écrirai un bouquin pour raconter comment ça a été difficile de la gagner, parce que je vous avoue, quand on parle à des conseillers d'État et à des membres du secrétariat général du gouvernement de la médiation numérique et des usages, on sent qu'on n'est pas dans le même monde et dans le même langage et dans la même culture. Cette bataille, elle a été gagnée. Moi, ce que je dis aux collectivités locales maintenant, c'est utiliser l'outil. C'est-à-dire, c'est à vous de jouer, c'est à vous de définir des stratégies de politique publique territoriale en inscrivant les usages comme une priorité stratégique. Et en fait, les élus le souhaitent. Maintenant, j'étais hier à la VICA. Vous connaissez peut-être la VICA, c'est qui fédère les associations d'élus locaux spécialistes de la question de l'aménagement numérique des territoires. Là, on est dans les tuyaux. Les élus locaux de la VICA, ils veulent passer aux usages, ils veulent trouver les interlocuteurs sur le terrain qui leur permettront d'inscrire cette politique des usages dans les politiques publiques. Puis l'enjeu, il est aussi de remettre de la politique et de remettre de l'ambition. Quand on parle de médiation numérique, aujourd'hui, tout le monde nous parle des smart cities, des villes intelligentes, des campagnes intelligentes, des services publics numériques, de la modernisation de l'action publique, etc. Mais tout cela, c'est très bien, ça fait quasiment l'objet d'un consensus politique. Écoutez les débats de certaines primaires, tout le monde dit « vive le numérique, c'est génial, c'est tout ça ». Il n'empêche que, on voit que tout le monde n'a pas totalement conscience, au plan politique, de l'importance de la médiation numérique. Et 2017, ça va, à mon sens, être l'année du « ça passe ou ça casse ». Soit on rate le rendez-vous, soit on prend le virage. Et il y a urgence. Il y a urgence à agir. Et il y a une montée en conscience des enjeux. Je ne sais pas si vous avez vu « Moi, Daniel Blake », le film de Ken Loach. Je ne pensais pas citer un film de Ken Loach dans un discours politique, mais il n'empêche que ça parle parce que c'est peut-être un peu caricatural, c'est volontairement fictif, mais il n'empêche que cette idée que des usagers de l'administration puissent s'enfermer dans des parcours d'une complexité qui finit par les noyer, eh bien elle est potentiellement renforcée par le recours au numérique, contrairement à l'objectif affiché de simplification. Et donc, je pense qu'un outil, un objet comme le chèque numérique, eh bien, il peut véritablement nous servir à mettre en lien tous les acteurs, tous les services publics comme un outil très simple d'utilisation et qui permet de trouver des modèles de financement qui soient viables. Un exemple,
un usager de Pôle emploi qui arrive à Pôle emploi, qui n'arrive pas à s'inscrire, on lui demande de faire un CV en ligne, il n'y arrive pas non plus, c'est pour lui une source d'exclusion, de rejet véritable, eh bien on lui dit, voilà votre chèque médiation numérique, allez dans tel lieu, voilà la liste des lieux du territoire, vous y recevrez une formation qui correspondra à vos besoins. Ce chèque médiation numérique, moi je pense qu'il peut vraiment nous servir comme bien commun pour tous ceux qui partagent cette ambition de la médiation numérique. Je ne pense pas qu'il va fermer la médiation, je crois qu'il véritablement qu'il peut la rendre accessible à tous. Quand je dis accessible à tous, je ne parle pas uniquement des demandeurs d'emploi qui seraient déjà aujourd'hui dans des situations sociales critiques, je parle de mes parents. Je parle de gens qui aujourd'hui ne savent pas vers qui se tourner pour demander ce à quoi ils ont droit dans notre République. Et puis on voit bien à quel point il y a plus que jamais un besoin de nouvelles médiations. C'est Olivier Montjean, le philosophe, qui parle magnifiquement de l'absence de médiation dans la médiation. Or, ne serait-ce que pour comprendre l'information, pas uniquement le contenu qui arrive, tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, notamment au plan politique, on l'a vu dans l'élection américaine, on l'a vu dans la campagne référendaire du Brexit au Royaume-Uni, tout cela c'est du contenu, mais ce n'est pas de l'information. L'information, c'est un média, c'est un médium, elle est analysée. Eh bien, nous avons besoin de décrypteurs, d'accompagnateurs, de décodeurs, de marcheurs, je ne l'ai pas dit, du numérique, qui permettent de comprendre le monde qui nous entoure, qui par le numérique est ouvert, est international par nature et par définition. Eh bien, cet afflux de contenu fait qu'on peut se sentir noyé. Ce besoin de médiation est plus utile que jamais. Dans la loi pour une République numérique, on a donné un statut et une protection légale aux hackers blancs, aux white hats. Peut-être que vous ne connaissez pas les white hats, mais ce sont des gens qui permettent d'identifier les failles de sécurité dans les systèmes d'information des administrations. Ils seront protégés si la cause est noble. Eh bien, vous, les médiateurs, vous êtes les hussards noirs de la République. Je l'avais déjà dit, mais je le pense de plus en plus. On a maintenant les hackers blancs et on a les hussards noirs. Pour moi, vous êtes les piliers de la République numérique. Et donc, grâce à vous, grâce à des collectivités locales très engagées, et merci à la Lozère, merci au département de la Lozère, parce que je comprends qu'ils ont magnifiquement organisé ces assises et que l'accueil a été à la hauteur de la réputation pour ceux qui connaissent les Lozériens, qui n'est pas rude, mais au contraire, qui est celle d'une très grande chaleur. Merci, d'avoir aidé à amplifier la dynamique autour de la médiation. Je suis inquiète. Je suis membre du gouvernement et pourtant je suis inquiète parce que je n'ai pas ce sentiment que notre société va dans le sens de ce que peut offrir le numérique dans ce qu'il a potentiellement de meilleur en tant qu'outil, c'est-à-dire l'ouverture, le partage et la solidarité. Et c'est un peu ce qui se joue en ce moment, je trouve, au plan politique. La France accueillera le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert au mois de décembre à Paris. Eh bien, l'agenda politique du gouvernement, ça sera celui de l'ouverture. Dans la loi, on l'a fait par l'open access, l'ouverture des publications scientifiques. On l'a fait avec un beau débat et des résultats concrets sur l'open source, l'ouverture des systèmes d'information par les logiciels libres qui permettent une meilleure maîtrise des systèmes par les agents. On l'a fait par l'ouverture vers les civic tech, qui sont ces start-up qui permettent de renouveler le dialogue démocratique, y compris au niveau le plus local. Eh bien, cette ouverture, elle est aussi portée par le réseau national de la médiation numérique. Donc, je vous encourage à continuer ce travail et cet engagement, parce que je suis persuadée qu'ils sont plus importants que jamais. Donc merci, et puis bonne chance pour
les étapes suivantes, vous savez que quel que soit mon titre, je serai à vos côtés pour vous à la maison de la médiation. Les multicartes, je vais vous expliquer. Albin, si tu veux, je vais vous présenter à travers mon cheminement personnel, donc quelques projets que j'ai menés notamment ici en Lozère, qu'est-ce qui m'a amené à co-porter un projet donc, de coopérative d'activité d'emploi, j'y reviendrai, grâce à l'écosystème que j'ai trouvé ici en Lozère. Avant ça, je vais me présenter, donc moi je m'appelle Alban Tibérien, je suis lillois d'origine, donc un pur citadin, je suis développeur logiciel.